Dans ce plus d'actu, on commence avec la FECAFOOT qui vient au secours de ses clubs. La Fédération camerounaise de football a annoncé un appui spécial aux clubs masculins de Ligue 1 et Ligue 2 aux formations de première division de la Ligue féminine. Le montant de cet appui n'a pas été révélé pour le moment. Alors, est-ce que... c'est bien, hein, ce sont des belles promesses, mais est-ce que la FECAFOOT a les moyens de le faire? Yellow. Bah, si elle propose d'aider, c'est qu'elle a les moyens de le faire et je pense qu'elle est vraiment encouragée. Il faudrait encourager ce geste de la FECAFOOT et il faudrait que le président de la fédération appelle celui de la Côte d'Ivoire aussi pour qu'il puisse échanger sur, voilà, sur les modalités de paiement des joueurs. Voilà. Parce que ça fait beaucoup quand même. Hein. Un appui financier à 25 joueurs et encadreurs des équipes de première division et deuxième division football masculin. Et puis 20 joueurs et encadreurs du côté du football féminin. Ça fait beaucoup d'argent. Maintenant, quel montant alloué exactement à chacun des athlètes et à chacune des athlètes? Ça, la question reste posée, mais vraiment, il faut avoir énormément d'argent pour venir en appui. Mais en tout cas, c'est une idée magnifique et très noble de la part donc, de la FECAFOOT, qui a bien mesuré d'ailleurs l'ampleur des difficultés en ce moment des athlètes, des footballeurs du championnat camerounais à partir de la crise que tout le monde vit en ce moment. Alors, au niveau de la Fédération ivoirienne, qu'est-ce qu'il en est alors? Justement, je vais rebondir dessus parce que moi, je fais partie de l'association des footballeurs ivoiriens, d'où Cyril Domoro qui est le président. On a reçu ici, d'ailleurs. Ah, voilà. Donc, pour moi, je pense que la Fédération doit penser à ça parce qu'il y a 2 mois de salaire. On n'a pas payé aux joueurs tout simplement parce qu'on dit qu'il y a la crise du coronavirus. C'est vrai, les grands clubs, les grands joueurs ont accepté de diminuer leur salaire. D'autres ont même fait des dons. Donc je pense que la fédération, peut-être il faudra penser plus à la crise du coronavirus et penser au club que de déjà penser campagne. On doit même insister là-dessus concernant notre fédération. Parce que l'exemple du Cameroun est vraiment magnifique. Notre fédération a lancé un plan social dont on a parlé hier, avec le paiement de moitié des salaires pour les joueurs du mois de mars et d'avril. Il y a eu le paiement de la subvention des différents clubs de Ligue 1 et de D2, je crois, pour l'ensemble de la saison. Ça, c'est magnifique, mais il faut aller plus loin. Parce que j'ai lu la réflexion d'un président de club, un très célèbre président de club au plan local que je ne vais pas citer, qui a dit que là, en ce moment, on parle de mars et avril, mais après, il y a mai et juin. Et plus tard, comment est-ce qu'on va faire? Et je pense que la fédération, oui, ivoirienne de football, comme dit notre invité, doit saisir la balle au bon pour commencer à préparer des scénarios de ce type-là, comme les Camerounais, par rapport à la situation qui arrive, parce que ça va être extrêmement difficile si la crise ne s'arrête pas maintenant. Mais moi, je pense que notre fédération doit commencer par les clubs de Détroit. Hein. Parce que j'ai vu un joueur de Détroit qui demandait encore du transport à sa maman. Moi, j'étais vraiment pas content. Hein. Je lui ai dit, mais jusqu'à ce point-là. Mais c'est vrai. Hein. Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes à la FIF, donc, de cette proposition de la FIF de baisser, de donner la moitié du salaire seulement? Non, ce n'est pas la FIF, c'est pas la FIF, hein, c'est l'association des footballeurs qui fait une proposition. Que sur les présidents de club, je suppose qu'ils ont déjà reçu leur subvention et qu'on ne s'attendait pas à cette crise. Je pense que les 2 parties devaient se mettre ensemble avec le président de la Ligue et trouver un point, parce qu'on peut aller, comme il a dit, ça peut être 5 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, parce que le championnat, il reste quoi? 6 matchs. Bon, ces joueurs, tu ne les payes pas, ils vivent comment? Ils font comment pour aller à l'entraînement? Leur famille vit comment? Ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut les abandonner. Donc je pense que quelque part, pour moi, payer la moitié du salaire, c'est déjà quelque chose qui est pas mal. Et puis peut-être différer les autres paiements pour plus tard. D'accord, très bien. Allez, on va poursuivre donc dans ce plus d'actu. On va prendre la direction de la Chine et de Wuhan, justement. Oui, le berceau de ce coronavirus. Et les joueurs de Wuhan sont de retour chez eux.
Alors, après plus de 3 mois passés loin de leur famille, eh bien, les joueurs de Wuhan, du Wuhan Seoul FC, donc le club de la ville chinoise, sont rentrés chez eux samedi soir. La reprise de l'entraînement est prévue pour mercredi prochain. Alors, on avait reçu Évrard Crespo, ici, sur le plateau de la Grande Team, qui nous a fait une petite vidéo, qui nous a envoyé des nouvelles. Justement, il nous explique comment s'est passé ce retour en Chine. On regarde cet élément. Salut Tia, salut la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors il faut dire que nous sommes arrivés à Wuhan dans la nuit du samedi. Nous sommes partis le samedi 18. Nous sommes arrivés aux environs de 22h. Voilà, on a préféré partir en train vu qu'en avion il y avait tellement de trucs de contrôle et tout ça. Donc nous sommes arrivés après 4 heures de train. Nous sommes partis d'une ville pas loin de Guangzhou. Donc voilà, et nous sommes arrivés après 4 heures de train. Voilà, et à l'arrivée, il y avait du monde. Il y avait de la famille, surtout des joueurs qui attendaient. Vu que ça faisait un bon bout de temps qu'ils n'étaient pas arrivés, je crois 4-5 mois qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Donc il y avait du monde qui attendait et tout. Alors ça faisait plaisir, il y avait de l'émotion et tout ça. Ça faisait vraiment plaisir, ça faisait plaisir. Il faut dire que nous, on craignait un peu, vu tout ce qui se racontait en dehors de la ville et tout. Mais comme nous sommes arrivés, franchement, on n'a pas vu cela. Déjà, comme nous sommes partis de la route jusqu'à la maison. Moi, j'étais vraiment étonné déjà de voir qu'il y avait pas mal de trucs qui bougeaient. On pouvait même déjà aller au restaurant et tout. Il faut dire, ouais, voilà. Pour la reprise du championnat, là, il n'y a pas encore eu de date fixe. Nous attendons tous. Il n'y a pas encore eu de date fixe puisque, voilà, ils ont tous dit que... Mais il y a des rumeurs quand même. Il y a des rumeurs qui parlent de fin juin, début juillet. Voilà. Mais la fédération a demandé à ce que tous les joueurs rentrent et que les équipes commencent déjà. Il y a déjà eu les essais des maillots, des ballons, on a reçu des ballons et tout, les maillots de la saison et tout. Donc je pense que le championnat va se jouer. Mais pour le moment, il n'y a aucune date fixée. Donc le championnat va reprendre progressivement. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Alors, on parle quand même de Wuhan, l'épicentre de cette pandémie et du coronavirus. Les joueurs sont déjà rentrés, les joueurs vont reprendre l'entraînement dans quelques jours. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on peut se dire qu'on commence à apercevoir la fin de cette galère? En tout cas, on voit le bout du tunnel. Ouais. Pour moi, ça va être pour le monde entier, puisque c'est là-bas qu'a été l'épicentre de la pandémie. Donc pour moi, c'est un ouf de soulagement. Nous, on peut commencer à respirer. On va dire quelque part, si eux, ils peuvent commencer à vivre, ça veut dire que bientôt, on sera dans cette posture. Donc ça pourrait être le déclic également pour toute l'activité sportive au plan mondial, parce que c'est là-bas que ça a commencé. Là, dans les différentes projections, on parle tous de mai, juin, juillet, par rapport à l'été, pour terminer donc la saison. Donc ce serait bien pour l'ensemble de la planète en termes de sport, bien sûr. Et puis il faut savoir que c'est quand même une histoire assez belle, le retour de ces joueurs qui ont passé 104 jours exactement hors de leur pays et de leur ville, qui étaient en Espagne. L'Espagne a été touchée, ils sont revenus à Chézen en passant par l'Allemagne. Là, ils retrouvent famille, amis, ville, maison. Je veux dire, c'est vraiment beau et bien de voir de telles choses. Je pense que c'est encourageant pour l'ensemble de la planète du sport en ce moment. En tout cas, en tant qu'ancienne membre de l'association des futurs fans de footballeurs, nous sommes... Non, nous, on veut que vous soyez toujours dans cette fédération, dans cette association. Non, on veut pas, c'est Tia son nom qui veut. Non, on veut pas. Non, on veut pas. On veut même pas. Vous ne voulez pas pourquoi? On veut pas. Tu aimes trop ça. Oh. En tout cas, ça donne une lueur d'espoir au monde et au football parce que c'était là-bas que le coronavirus a débuté, c'était l'épicentre du coronavirus. Donc que le championnat reprenne en Chine, pour moi, c'est une très belle lueur d'espoir pour le monde et pour le football. C'est une mauvaise nouvelle pour d'autres. Il y a des joueurs qui ne sont pas contents. Voilà, ils ne sont pas contents. Parce qu'il y a d'autres qui sont en vacances et eux, ils ne sont pas en vacances. Ça ne fait pas plaisir. Bon, et là, j'ai vu qu'ils ne portent pas le masque.
Donc ça veut dire qu'il ne veut pas... Ouais, c'est vrai, ça veut dire d'avoir Il y a mon ami à Tégua Donc qui le se port du repose masque bien. n'est peut-être pas obligatoire. On va dire. Peut-être là-bas. Le port du masque est obligatoire, monsieur Ouais. Ouattara. Par contre, eux, ils n'avaient pas commencé la saison parce que l'équipe était sortie pour aller en préparation. En préparation. Elle était sortie le 2 janvier pour aller se préparer et puis la crise a éclaté. Donc, eux, ils n'ont pas encore commencé donc, la saison. Ils vont la débuter. Les autres vont la finir. finir. Je pense qu'il va y avoir un petit Décalage. chamboulement, un décalage par rapport au calendrier. Comment ça va se faire? On en parlera peut-être une prochaine fois. Mais dans tous les cas, c'est bon, c'est encourageant. Voilà, c'est une de très voir belle ça. nouvelle. La Chine revit, donc le monde va Le revivre. monde revient. Oui. Après la Chine, on prend la direction de la Russie et une remise de trophée inédite. Confiné chez lui donc à Saint-Pétersbourg, eh bien Malcolm s'est vu remettre le trophée du joueur du mois de mars grâce à un drone. On a les images, on va vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Roger Stéphane. Alors, donc le drone là, il apparaît. Malcolm est à la fenêtre de son appartement. Voilà, donc l'entrée du drone avec le chat qui part là. Et donc il va récupérer son trophée et sa récompense. Rappelons qu'il a été élu meilleur joueur du mois par les fans du Zénith Saint-Pétersbourg du côté de la Russie. Ce formidable joueur qui est très content donc de recevoir sa récompense. Bon, alors finalement le coronavirus, ça donne des idées, hein, Quelle prouesse technique. n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Juste une petite anecdote. Il y a un frère dans mon quartier. Oui. Bon, c'est un frère du quartier, hein, Oui. un frère de l'église. Eh bien, lui, il a décidé de faire du footing de 21h à 23h, un sport en confinement. Mais il a fait ça dehors dans les rues. Bon, il était récompensé par la police, hein. Ah bah voilà. Il est aux violences. Ah bah, c'est bien. Ah, il a dû prendre une il est sacrée violent. récompense même, hein. Ah oui, quand même, il a voulu bien faire. Ah, elle devait être d'anthologie, cette récompense. Ah oui. Il a voulu bien faire. Il a commencé à faire du footing de 21h à 23h. Et bien là, il est violent. Il a appelé même son grand frère. Bon. On n'a pas l'argent pour aller. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur, Malcolm, qui est aux Zénith Saint-Pétersbourg? Non, c'est un excellent joueur. Ouais. Un très bon footballeur que j'apprécie beaucoup, un bon pied gauche. Ouais. Et je pense qu'il mérite. Et avec la technologie, qu'est-ce qu'on n'aura pas vu? Des drones qui se déplacent. Peut-être comment on aura mené bientôt la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Ah ben, ce serait bien, ce serait bien. Ça, c'est une Malcolm belle précision. Philippe Silva, brillant à Bordeaux avec son pied gauche, qui était annoncé à la Roma, qui finalement, avec ses agents, a choisi Barça. Barcelone, Il a été barré un peu au Barça avec la concurrence qu'il y a. Et puis il a atterri en Russie. C'est un bon petit joueur, très bon petit gaucher, bon Brésilien dans le style que tout le monde connaît. Eh bien voilà, hein, vous avez entendu la petite clochette. C'est notre Dorgelès qui arrive une fois de plus sur le plateau. Et bah oui, quand on parle de Malcolm, quand on parle du Zénith Saint-Pétersbourg, eh ben forcément, on a des chiffres pour vous, n'est-ce pas? Avec Dorgelès Kofi. Malcolm, il est passé par le Barça, il n'a pas pu exploser. Aujourd'hui, il se retrouve du côté de la Russie. 23 ans, 1m72, 65 kilos. Cette saison, 5 matchs, 1 but, 1 passe. Allez, Tia, il a du mal à s'imposer, mais ça donne ça. Eh bien, merci. Un grand espoir du football brésilien. Oui. Et rappelons que son club est en ce moment, après 22 journées, est leader du championnat de Russie avec 50 points. Donc, probablement un futur champion de Russie. Eh bien voilà. Allez, on a un peu de temps pour bavarder avec Ahmed Ouattara? Non, eh bien c'est l'heure de la pub. C'est pas grave, vous inquiétez. N'ayez pas peur, monsieur Ouattara. C'est pas fini. Non, on marque juste une toute petite pause, hein, le temps d'aller mettre un peu de gel hydroalcoolique. Hein, c'est important. On n'oublie pas ces gestes barrières. Donc profitez de la pub. On se retrouve juste après. Il y aura Bizarroïde. On a le buzz aussi. On a plein de choses à partager avec vous. Alors ne bougez pas. On se retrouve juste après ça.